Donc, c'est dans le fond un K-Car VUS de hors-route. On a 64 chevaux. Come on! 50, 60, 70. Salut, Charlie Pop au Car Pop et aujourd'hui le Mitsubishi Pajero Mini. Il est-tu plus haut que long, ce véhicule-là? Donc, c'est quoi le Mitsubishi Pajero Mini? Bien, vous allez voir, ça va être une introduction quand même relativement longue. Donc, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'industrie japonaise est en lambeaux. Il n'y a plus rien qui fonctionne, les gens n'ont pas d'emploi et le gouvernement cherche à stimuler l'économie, mais on est également limité en ressources au Japon. On est limité en pétrole, etc., etc. Donc, le gouvernement japonais va instaurer en 1949, dans le but de stimuler l'économie, une nouvelle catégorie de véhicules qui va être subventionnée et qui va permettre au peuple japonais de se procurer un véhicule plus facilement, les K-Car. Les K-Car, dans le fond, sont de petits véhicules abordables économiques qui ont pour but de faciliter l'accès aux véhicules pour les Japonais dans les années 40 et 50. Par la suite, les véhicules K-Car vont connaître énormément de popularité et le gouvernement, étant donné que le Japon est sur une île et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, va continuer de pousser les K-Cars sur le marché. Il va y avoir de nombreuses évolutions des K-Cars au fil des années, mais encore aujourd'hui, les K-Cars sont très présentes au Japon et dans le top 10 des véhicules les plus vendus au Japon en ce moment, 6 sont des K-Cars. Donc maintenant, on va aller dans les années 80. Mitsubishi regarde le succès du Toyota Land Cruiser et se dit, on va fabriquer notre version, on va appeler ça le Mitsubishi Pajero. Et c'est un véhicule, dans le fond, de hors-route grand format qui est assez luxueux. On a différentes versions. On a des versions plus petites, 2 portes, 4 portes, etc., etc. Mais bref, le Mitsubishi Pajero va connaître un assez bon succès dès le départ et va finir au fil des années par être un des véhicules officiels de l'ONU. Mais là, voyant la popularité des K-Cars qui continue de se développer au Japon et le nom Pajero qui prend beaucoup de puissance, qui se fait un nom sur le marché, Mitsubishi décide de capitaliser sur ces deux aspects et développe le Pajero Mini. Donc, c'est dans le fond un K-Car VUS de hors-route avec une garde au sol, un système 4x4, etc., etc., mais dans un format vraiment petit. Aujourd'hui, j'ai un Mini Pajero 1996 avec moi et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté ce Mini Pajero à un de nos abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel carpopyta@gmail.com ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule JDM des années 90, c'est un Durango L4, j'aimerais vraiment ça l'essayer, donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur, le Mitsubishi Mini Pajero a l'air d'un VUS baroudeur format souris mini. À l'avant, la première chose qu'on remarque, c'est que le véhicule est plus haut que large. Le Mini Pajero mesure moins de 1,4 mètres de large à l'avant, alors que la hauteur, elle, est d'environ 1,6 mètres. Donc, on a vraiment un véhicule qui a l'air un peu disproportionné. On remarque aussi qu'on a un grand pare-brise, un capot avec une trappe d'air fonctionnelle, un miroir pour se stationner en parallèle, ça nous permet de voir le trottoir. On remarque aussi les phares avant qui sont ronds et très jolis, qui viennent donner vraiment un aspect baroudeur au véhicule. Une calandre assez musclée, malgré le petit format. Et celui-ci est équipé d'un pare-buffle en gros plastique de la même couleur que le pare-choc qui est gris, qui est vraiment magnifique, auquel on est venu ajouter des phares anti-brouillard orange de marque Bosch, c'est très joli. On remarque aussi une plaque JDM à l'avant et on remarque que le pare-choc est en gros plastique solide avec les clignotants intégrés dans ce dernier. On remarque aussi dans le bas du pare-choc une grosse plaque de protection en métal pour protéger les dessous du véhicule quand on fait du hors-route. Sur le côté, on remarque que le véhicule est excessivement court. Il mesure moins de 3,4 mètres de long. C'est les normes des K-Cars. Les K-Cars doivent mesurer moins de 3,4 mètres de long et moins de 1,4 mètres de large. Donc, c'est assez particulier. On voit que l'habitacle, dans le fond, est d'une dimension normale et que là, après ça, ils se sont dit, OK, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a juste 3,4 mètres, mais on va venir rajouter ce petit bout-là. On remarque aussi qu'on a un snorkel en bon français. C'est un tuba. C'est un accessoire de hors-route qui a été rajouté sur le véhicule. On remarque aussi qu'on a un rack de toit. On a le rack d'origine sur lequel on est venu à poser un rack pour faire du hors-route. Et d'ailleurs, ce rack-là a une pelle. Et on remarque les écritures
texture sur le côté, on a l'ajout d'un collant Rally Art, mais on a également VR2 qui est la version du véhicule. Ici, on a le VR2, on peut aussi avoir le VR1 et le VX1 et VX2. On a également le bas de caisse qui est gris et qui est en gros métal dans le bas pour venir protéger la carrosserie. Et on a aussi un autocollant à l'arrière qui est écrit Intercooler Turbo DOHC 20 valves. On va en parler plus tard. D'ailleurs, valve n'a pas de S, donc faute d'orthographe de la part de Mitsubishi. Sinon, on remarque aussi qu'on a un déflecteur avant et arrière. Ces déflecteurs-là ont été ajoutés, c'est obligatoire pour pouvoir le plaquer au Québec. Parlons de pneus et roues. Présentement, notre Mini Pajero n'a pas les pneus d'origine en termes de dimension. Il y a du 235 75 R15 et c'est pour ça qu'on a ces pneus-là sur le Mini Pajero parce que d'origine, c'est du 175 80 R15. Vous n'en trouverez pas, tout simplement. On n'en a pas en Amérique du Nord et c'est pour ça que la plupart des K-Trucks en Amérique du Nord n'ont pas les pneus de la bonne dimension. C'est parce que au final, eh bien, la dimension n'existe pas en Amérique du Nord. Donc, coût de remplacement, à l'arrière maintenant, bien, comme vous pouvez voir, c'est excessivement plat. C'est très carré. On dirait juste une grosse ligne carrée. Il n'y a même pas de pare-choc qui ressort rien. On a un becquet arrière, par contre, qui lui ressort. On a une gigantesque fenêtre arrière et on a l'essuie-glace également qui est quand même assez visible, merci. On n'a pas assez de le dissimuler, mais on voit qu'il fait une bonne partie de la fenêtre. On a également un pneu de secours avec un couvercle Rally Art et on a ici la poignée pour ouvrir la valise avec un emblème 4-wheel drive, le modèle du véhicule Pajero Mini. On a également un Rikiki pare-choc. Le pare-choc fait à peu près 1,5 pouce d'épais. C'est vraiment petit comme pare-choc. Et dans le milieu, il est noir pour donner un look plus dynamique au véhicule. Parlons espace cargo. Bien, comme vous pouvez voir, c'est une porte à battant latéral. Et croyez-moi, c'est la porte à battant latérale la plus facile que j'ai jamais ouverte de toute ma vie. Côté finition dans la porte, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Un plastique qui a mal à la vie et du métal. Donc, ça va rouiller avec le temps. Sinon, au niveau espace cargo, ben on n'a pas les chiffres, mais c'est grand comme ma gueule, comme on dit. C'est très petit. Et on a un espace sous le plancher. Question de pouvoir ranger des objets spéciaux. Sinon, pour abaisser les bancs, ben, comme beaucoup de VUS modernes, il n'y a pas de bouton pour baisser les bancs dans la valise, mais on n'a pas vraiment besoin parce que, étant donné que c'est grand comme ma gueule, ben... Et voilà. Donc, on se retrouve avec un espace cargo encore plus grand. C'est plus petit que le GeoTracker en termes d'espace cargo. C'est très limité. C'est quand même relativement fonctionnel comme espace cargo. Vous n'aurez pas de problème pour la vie quotidienne. C'est quand va venir le temps de transporter des plus gros objets que vous allez être assez limité. Maintenant, c'est le moment préféré à bien des gens sur la chaîne, mais pas moi. C'est le moment où j'essaie de rentrer dans des bancs arrière que je n'aimerais pas rentrer en tant que gars de 250 livres. Donc, on ouvre la porte, on a un levier ici, et voilà, le banc s'avance, et on y va. C'est pas si pire rentrer, sincèrement, mais le banc ne vient pas en place. Je rentre pas. Vraiment, ça marche pas encore. Pour les jambes, comme vous pouvez voir, je suis très coincé. Il faut que j'écartille, et même là, le banc ne revient pas en place. Pour la tête, c'est excellent. Il n'y a rien à dire pour la tête. On a un petit espace de rangement à l'arrière avec un haut-parleur et une affaire pour tenir des cartes. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et c'est la même chose de l'autre côté, mais vraiment, les places arrière sont vraiment minimalistes. Pour ressortir, j'ai hâte déjà. Et voilà, c'était pas si pire que ça, on a vu pas mal pire sur la chaîne. La présentation intérieure fait son âge, la qualité des matériaux est correcte sans plus. La qualité d'assemblage est bonne par contre. Donc, je m'assois dans le véhicule et on sait que les Japonais sont des gens plus petits. Donc, si je laisse ma jambe comme ça et que je ferme la porte, ben, je viens de me l'écraser solide et la porte est mal fermée. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de bien étirer ma jambe et de la mettre sous le volant avant de fermer la porte. Sinon, ça va faire mal. Le tableau de bord est assez simple. On a notre odomètre qui va jusqu'à 10 000 tours d'ailleurs, mais le véhicule change de vitesse à 7005 et on a notre indicateur de vitesse à gauche. Il va jusqu'à 140 km/h. Donc, c'est assez controversé. D'un côté, on a 10 000 tours minute. De l'autre, on a 140 km/h. Ouais. En tout cas, on va en reparler plus tard. On a également notre niveau d'essence, la température du moteur. On a notre pendule ici et on a toutes nos lumières de check engine, de phare avant, de batterie, etc., etc. Tout est là. On a même une lumière qui nous dit que les catalyseurs sont trop chauds. Si les catalyseurs deviennent trop chauds, le véhicule va tomber en ce qu'on appelle en limp mode, donc il y aura moins de puissance, etc., etc., dans le but de refroidir les catalyseurs. Parce que oui, les catalyseurs sur ce véhicule-là peuvent surchauffer. Le volant est très simple, rien à signaler, mais ce que j'aime beaucoup,
c'est qu'on a des boutons pour les klaxons. Et on a également une lumière ici qui s'allume lorsqu'on démarre le véhicule et qui s'éteint par après. J'ai aucune idée pourquoi. À droite du volant, dans le trou que mon bras passe à peine, on a le bouton pour les fogs. Et sinon, comme tout véhicule japonais, les clignotants sont à droite, les essuie-glaces sont à gauche. Le panneau de porte est assez simple. On a un petit tissu ici qui est là pour donner un peu de finition. Et on a nos boutons pour nos fenêtres. Et c'est un peu discutable d'avoir nos boutons pour les fenêtres parce que pour baisser la fenêtre côté passager, tout ce que j'ai à faire, c'est m'étirer le bras. Mais les Japonais sont plus petits, donc probablement qu'ils ne se rendent pas. D'ailleurs, un espace assez particulier, comme vous avez vu, on a une fenêtre électrique. Avez-vous vu l'épaisseur de la porte? Je veux dire, elle rentre dans ma main. Et on a un moteur de fenêtre électrique là-dedans. Au centre, on a des éléments pour faire du hors-route. On a une boussole, un altitudomètre, donc ça dit l'altitude, la température extérieure et l'heure. Donc présentement, il est 11h50. On a également de très petites bouches d'aération qui sont vraiment petites. Je veux dire, ça c'est mon pouce à comparer des bouches d'aération. Et le propriétaire le conduit l'hiver et il me dit que le chauffage, c'est pas super. On a notre bouton pour le hasard, notre bouton pour le dégivreur arrière et on a nos contrôles de climatisation qui sont plus hauts que la radio. Félicitations, merci. C'est une très bonne idée. Et on a l'air climatisé. Mais comme vous allez voir, on n'a pas une mécanique très puissante. Et lorsque j'active l'air climatisé, regardez ce qui se passe avec mon tachomètre. Le moteur monte à 15 centos minute pour maintenir l'air climatisé. Et croyez-moi, l'air climatisé est pas forte. On dirait plus une personne âgée qui fait de l'asthme et qui vous souffle dans le cou. Comme tout véhicule GDM, la radio a été changée pour une radio d'ici parce qu'on n'a pas les mêmes zones radio, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on comprend pas le japonais. Il y avait juste le Hilux Surf que j'ai essayé l'autre jour qui avait encore une radio japonaise qui était vraiment écœurante avec plein d'insignes japonais. On a aussi un cendrier, évidemment, comme tout véhicule des années 90, et un allume-cigarette juste à côté. Notre levier de vitesse est assez conventionnel. On a ici notre système 4x4, donc 4x4 high, 4x4 low. Il faut se mettre le véhicule au neutre pour pouvoir utiliser ça. Et on a notre levier de frein à main ici qui est très bas. Et un petit espace de rangement et aucun accoudoir. Côté passager, on a une barre pour que le passager puisse se tenir en situation de hors-route. On a également une poignée ici dans le pilier A, mais lorsque la porte est fermée, je veux dire, j'ai pas vraiment besoin de barre parce que je suis tout pogné déjà. Je veux parler de ces sièges-là en genre de tissu ultra solide qu'il y avait dans les années 90 avec des dessins dedans. Faut que ça revienne. Arrêtez avec vos sièges noirs drabes que tous les véhicules ont et ramenez-nous des sièges comme ça, s'il vous plaît. C'est magnifique. Sinon, les bancs, ben, ils offrent aucun support latéral et sont pas très confortables, sincèrement. Qui dit petit véhicule dit petit moteur. Pour répondre aux normes du gouvernement, les K-Cars sont limités à 660 cc, soit 0,66 litres de cylindrée. Donc ici, pour le Mitsubishi Mini Pajero, on a deux choix de moteur. Le premier, c'est un 4 cylindres de 660 cc atmosphérique. Il produit 55 chevaux et 44 livres-pieds de couple. Le deuxième, c'est celui qu'on a ici, c'est encore une fois un 4 cylindres de 660 cc, mais cette fois-ci avec 5 valves par cylindre et un turbo. Résultat, on produit, attachez votre tuque, 64 chevaux. On a également 73 livres-pieds de couple. On avait le choix avec le Mini Pajero de 3 transmissions. La première, c'est une manuelle à 5 rapports. La deuxième, c'est une automatique avec 4 rapports. La troisième, c'est celle qu'on a ici, 3 vitesses automatiques. On a 64 chevaux. Come on! Niveau accessibilité de la mécanique et travailler sur le véhicule, ça semble assez facile. La batterie est ici, c'est une 430 ampères. Le moteur, il commence là et il termine là. Donc, il mesure à peu près moins d'1,5 pied. J'ai l'impression qu'on pourrait le sortir à bras. On a une barre de renforcement qui n'est pas d'origine et on a aussi un filtre à air modifié. La raison pourquoi on a un filtre à air modifié, c'est que c'est beaucoup plus facile d'entretenir un filtre à air comme ça que de trouver le filtre à air qui va sur ce véhicule-là au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il est comme ça. On a aussi un échangeur d'air pour le turbo qui est directement monté sur le moteur, d'où la raison de la trappe d'air sur le capot. Et sinon, on enlève ça et on a accès à tout. C'est très facile à travailler. À l'avant, on a une suspension indépendante. À l'arrière, on a un essieu rigide et dans les deux cas, on a des ressorts hélicoïdaux. On a également des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Comme vous avez vu dans l'habitacle, c'est un véhicule qui est 2 roues motrices propulsion. Sinon, il est 4x4 high
ou 4x4 lourd, ce qui est assez intéressant pour faire du hors-route. On a un poids aussi qui varie entre 730 et 930 kg, dépendamment de l'équipement qu'on a à bord. Ici, j'ai l'impression qu'on est autour de 800-850 kg. Donc, on a un véhicule qui est assez spécial, conduite à droite, une mécanique un peu limitée, un poids assez léger, des dimensions assez petites. Ça doit être assez particulier à conduire et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le Pajero Mini. Tout d'abord, comme vous constatez probablement, on n'est pas du tout la même journée de l'essai. Dans le fond, il y a un an, j'ai filmé l'extérieur, l'intérieur, la mécanique et je fais l'essai routier aujourd'hui. C'est parce que durant mon essai routier, le moteur a rendu l'âme, des lifters ont lâché dans le moteur et on s'est retrouvé avec une puissance très faible. Son propriétaire a donc changé le moteur, ça a pris du temps de l'avoir, etc., etc. Mais là, maintenant, on a un Pajero Mini en parfait état de marche et donc, on va pouvoir compléter cet essai routier. Donc, tout d'abord, parlons visibilité. La visibilité, elle est excellente dans ce véhicule-là. Les piliers sont très minces, les fenêtres sont énormes. On voit le devant se termine, on voit nos angles morts. Les angles morts sont super à faire dans ce véhicule-là. On a vraiment une grande fenestration. Bref, la visibilité dans ce véhicule-là est tout simplement exemplaire. Ensuite, parlons des sonorisations. Il n'y en a pas. On entend moins les véhicules à l'extérieur que ce que je m'attendais, mais c'est quand même pas un véhicule très insonorisé et la mécanique est très bruyante. Le propriétaire en a profité pour changer le tuyau d'échappement sur le véhicule. Quand que le moteur a lâché, la ligne d'échappement était très rouillée et donc il l'a changé, il l'a remplacé par une ligne d'échappement en acier inoxydable. Donc, on a un véhicule beaucoup plus bruyant et on a toujours la fameuse entrée d'air, le Cold Air Intake, qui me rappelle qu'il faudrait que j'en mette un sur mon véhicule. Et donc, on entend énormément la mécanique. Si je fais moindrement une petite accélération, comme vous pouvez m'entendre, c'est très bruyant. Quand on recule, le véhicule fait ce son pour nous rappeler que c'est énorme. En conduite de tous les jours en situation urbaine, le Pajero Mini surprend énormément. Premièrement, on a un véhicule qui est excessivement agile, vu les dimensions. Ça tourne sur un dixaine. C'est super facile de suivre le trafic. Et à 50-60 km/h, la suspension est hyper confortable. On absorbe toutes les bosses. Et c'est très agréable, surtout au Québec, d'avoir cette capacité-là d'absorber toutes les bosses parce qu'on le sait, il y en a beaucoup. Également, pour la vie de tous les jours, c'est assez surprenant comment le véhicule est capable de suivre le trafic. C'est sûr, il faut monter plus haut dans les régimes qu'à l'habitude, mais c'est un moteur qui est capable de le faire vu sa cylindrée. Et donc, résultat, pour suivre le trafic, on va monter à 4500 tours. Comme là, en ce moment, je tiens un F-150 à une lumière, je suis à 4000 tours et ça va bien. Ça va bien. Par contre, comme vous avez vu, c'est très bruyant. La mécanique était excessivement bruyante. Et l'ancien propriétaire, sa ligne d'échappement était rouillée. Donc, il en a profité pour en poser une en acier inoxydable. Donc, on a plus de son que d'origine. Et ça s'entend. En plus, comme j'ai dit, on pousse un peu la mécanique. Donc, résultat, on entend vraiment le moteur s'exprimer. Là où le véhicule déçoit, et on s'en attend avec ses 60 quelques chevaux, c'est lorsque vient le temps de pousser un peu. La transmission 3 rapports fait un travail terrible. Elle a du mal à rétrograder, à choisir le bon rapport et lorsqu'elle se met dessus, les vitesses sont beaucoup trop longues. On va vraiment pousser le moteur dans ses derniers recoins et ça finit plus de monter en régime parce que les vitesses sont beaucoup trop longues. Le véhicule aurait apprécié avoir des vitesses plus courtes ou avoir plus que 3 rapports. Franchement, là-dessus, c'est raté. Pour la vie de tous les jours, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est vraiment lorsqu'on va pousser la mécanique que le véhicule déçoit. Également, c'est un véhicule qui attire énormément l'attention. Faut s'en attendre. On a vu le look de ce véhicule-là. C'est assez particulier et c'est tout petit. Donc, les gens nous regardent comme si on conduisait une voiture exotique haut de gamme de performance. Mais dans le fond, on est dans un petit K-Truck d'environ 10 000 $ et c'est assez farfelu. Moi, personnellement, je le dis toujours, je suis pas un gars qui aime avoir l'attention, mais croyez-moi, si vous aimez avoir l'attention, un K-Truck comme ça, ça va en attirer un, s'il vous plaît.
Tout le monde vous regarde. Dès qu'on vous remarque, tout le monde se tourne la tête, se demande c'est quoi. Et c'est normal puisqu'on n'en a pas ici. C'est super rare. Et donc, quand les gens voient ça, ils se disent « Ah, c'est quoi ça? » La sonorité avec la ligne d'échappement et l'entrée d'air de performance, c'est très... ça rejoint beaucoup les enthousiastes de voiture. Écoutez. On va faire une accélération, on va embarquer sur l'autoroute et on n'a pas le choix de faire une accélération pour embarquer sur l'autoroute. Il faut pousser la mécanique dans ses derniers retranchements pour être capable d'embarquer à 100 km/h avec ce véhicule-là sur l'autoroute. Et même là, ça se peut que vous ne réussissiez pas. « 50, 60, 70, 80, 90, ah, même pas encore. C'est lent. C'est très lent. C'est très lent embarquer sur l'autoroute avec ce véhicule-là. Et une fois sur l'autoroute, le niveau sonore est catastrophique. Comme vous pouvez entendre, c'est excessivement bruyant. Là, je me maintiens à 90 km/h. On est à 5000 tours minute à 90 km/h. 5000 tours. Et c'est là que le Pajero Mini perd de l'intérêt, à mon avis. Ça n'a jamais été conçu pour être un véhicule d'autoroute. Et on le sait, en Amérique du Nord, on a des grandes autoroutes. On parcourt de longues distances sur l'autoroute. Et le Pajero Mini, ben, il n'aime pas ça. Ça brasse énormément. L'empattement est court, donc la bosse frappe les roues arrière immédiatement après avoir frappé les roues avant. Les ornières, si vous restez coincé dans les ornières d'autoroute avec ce véhicule-là, vous allez vous faire brasser d'un côté et de l'autre. C'est pas un véhicule qui est très stable sur l'autoroute et le confort est très limité. Et on s'en attendait. On le voit qu'avec la mécanique qu'on a, que c'est un véhicule qui est beaucoup plus adapté en situation urbaine ou de hors-route, évidemment, puisque je rappelle que c'est un véhicule hors-route. Mais sur l'autoroute, c'est vraiment catastrophique. Et son propriétaire, en utilisation quotidienne, fait 10 à 12 litres au 100. 10 à 12 litres au 100. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le Pajero Mini perd beaucoup de plumes sur l'autoroute, beaucoup de points, mais je m'en attendais, c'est pas un véhicule fait pour ça. Et je vous dirais que 85 km/h, c'est la vitesse qu'on est le plus confortable sur l'autoroute. Maintenant, parlons prix. Donc, le Pajero Mini, c'est un véhicule qui est importé, ça vient du Japon, et résultat, il y a des coûts associés à ça, et ça vient affecter sa valeur. Donc, tout d'abord, les bâtés, donc ceux qui ont besoin d'amour, c'est environ 4000 $. Donc, qui ont besoin de l'amour, qui ont de la rouille. Ces véhicules-là ont tendance à rouiller énormément, ils n'ont jamais été exposés au sel, donc environ 4000 $. Missile, 4 à 6 000 $, ça commence à avoir du sens. Il va y avoir des réparations à faire. Il y a encore une fois de la rouille qui va apparaître. Donc, 4 à 6 000 $, vous allez avoir donné de l'amour un peu pour le garder sur la route. Usure normale, 8 à 12 000 $, donc un prix qui a beaucoup plus de sens. Donc, on aura un véhicule avec une usure régulière, avec quand même un kilométrage relativement élevé, mais ça demeure tout de même assez intéressant. Bien maintenu, 12 à 16 000, c'est ce qu'on avait à l'essai. Donc, des véhicules qui ont peu ou pas de kilométrage, qui ont été bien entretenus, qui n'ont pas de rouille, qui sont vraiment en super bon état pour l'année. 12 à 16 000 $. C'est vers là que j'irais, étant donné que c'est des véhicules qui sont rares et que les pièces sont difficiles à obtenir. J'irais pour un bien maintenu. Collection, je pense pas qu'il va en avoir. C'est une voiture qui est assez commune au Japon. Donc, 16 000 et plus. On ne sait pas les prix, mais je pense pas qu'il va y avoir un mini Pajero de collection. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du Pajero Mini? Je crois que c'est un produit qui est dur à justifier son achat. Il faut être soit un fan ou habiter en centre urbain. À Montréal, ce véhicule-là serait fantastique. Vous êtes dans une tempête de neige, vous mettez ça sur le 4 roues motrices, allez hop. Vous pouvez vous stationner où vous voulez. Également en route, assez intéressant vu ses dimensions. On peut aller dans des chemins de 4 roues, des choses comme ça. Puis ça, faites attention, c'est illégal d'aller dans des chemins de 4 roues, mais c'est ça, on peut aller dans plein d'endroits. Par contre, avec nos routes nord-américaines, l'utilisation est assez limitée, particulièrement sur l'autoroute, comme vous avez vu. C'est pas fait du
du tout pour ça. Le véhicule n'aime vraiment pas l'autoroute, donc c'est un usage très limité, très particulier. Ça demeure un produit intéressant, mais je ne peux pas vous le recommander à cause de son usage trop limité. Sur ce, on s'abonne Facebook, YouTube, Instagram. Je vais commencer à pousser LinkedIn aussi et un petit peu TikTok si j'ai le temps. Donc, abonnez-vous à tout ça et on se voit pour une prochaine vidéo.